Pierre Rondeau, bonjour. Merci de venir nous voir pour ce deuxième épisode de La Grande Surface sur 11e art. Nous, on voulait vous voir pour parler de plein de sujets. Donc, on voulait parler de la précarité des joueurs de foot, les modèles économiques des clubs, les déficits structurels, toutes ces choses très joyeuses. Vous avez sorti l'an dernier, du coup, Fin de partie pour le foot aux éditions de l'Aube, donc un titre plutôt révélateur. Moi, avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter, parce qu'on ne sait plus trop si vous êtes prof d'économie, journaliste, économiste, un peu tout ça. Un peu tout ça, en fait, finalement. Alors, c'est vrai que je suis un melting pot de beaucoup de choses. Officiellement, je suis prof d'économie. Je donne des cours en école de commerce et à l'université. Mais c'est vrai qu'à côté, j'écris pour SoFoot et pour la revue de l'After et pour Slate aussi. Donc je peux aussi être considéré comme journaliste et même chroniqueur pour RMC, pour l'After, pour BFM Business, donc beaucoup d'interventions journalistiques. Et économiste, c'est vrai que je fais aussi des travaux de recherche et du conseil en économie. Et donc je peux aussi être considéré comme économiste. Donc on va dire un peu... intéressé par toute la problématique et l'économie du sport. Ok, et du coup, pour faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas votre parcours, etc., comment ça se fait qu'un prof d'économie finit par être un peu monsieur économie du foot sur pas mal de chaînes à grande audience? Je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des gens qui m'ont... je vais pas continuer. Non, c'est des rencontres. En fait, ouais, mais c'est vraiment le hasard, en fait. Si vous voulez, spécifiquement, je n'ai jamais fait d'études dans le domaine de l'économie du sport. Moi, j'ai toujours été un passionné d'économie, bac ES, prépa éco, fac d'économie, enfin vraiment de l'économie pure et dure. Et à côté, j'étais fan de foot, fan de sport, grand gamer et grand joueur de l'entraîneur, football manager et de PES. Et donc régulièrement, j'ai toujours joué, regardé, assisté, commenté des matchs de foot. Et en 2013, la saison 2013-2014, je raisonne d'un point de vue footballistique, saison 2013-2014, je termine mes études d'économie, je suis en thèse, mais je deviens prof d'éco. Je deviens prof d'éco, prof de SES en lycée, au lycée Edgar Quinet dans le 9e arrondissement de Paris. Et c'est ma première expérience pédagogique finalement de l'économie, de prof d'économie. Et j'en viens pour donner envie, donc je m'adresse à un public jeune, qui est en seconde, première, terminale, et j'en viens pour les intéresser à la discipline qu'est l'économie et la sociologie, que sont les SES, à leur parler de football. Je commence à leur parler de football, je leur dis voilà, pour comprendre Keynes, la relance keynésienne, le libéralisme smithien classique, pour comprendre les mécanismes sociologiques et économiques, je leur mets à chaque fois des métaphores et des exemples footballistiques. Et ça prend, la plupart d'entre eux sont intéressés, donc je commence à développer gérer cette pédagogie. Dans le même temps, la même période, je présente ce projet à SoFoot. SoFoot est intéressé, me laisse au départ ouvrir un blog et tenir un blog d'articles. Le blog qui va s'appeler La Science du Foot, qui était mon surnom à l'origine. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai écrit un bouquin sur cette pédagogie du foot et d'économie. J'intègre aussi, pour l'Euro 2016, première expérience médiatique, si je puis dire, j'intègre l'équipe de LCI. Et pour l'Euro de foot en France, l'Euro 2016, je deviens chroniqueur pour LCI dans le football. Je continue, CNews, 20h Foot, ensuite RMC. Et voilà, en fait, c'est parti comme ça. Après l'équipe, après retour à RMC. Mais c'est vraiment parti, en fait, par des rencontres, par du travail, par de la passion. Mais j'avais jamais eu un plan de carrière sur l'envie de parler de football et de parler d'économie du foot. C'est juste parce que j'ai mêlé mes deux passions que sont l'économie et le football. Ok, donc on est passé du prix Nobel d'économie finalement plutôt, vous allez plutôt être à la télé sur des... En fait, ouais, parce que beaucoup de gens, alors précisons que je n'ai pas fini ma thèse. Précisons que j'étais en thèse, et d'ailleurs officiellement je suis encore inscrit, mais bon, je vais vraiment aller sous 10 mètres de terre. En fait, beaucoup de gens me disent encore aujourd'hui, tu devrais terminer ta thèse, tu devrais vraiment faire de la recherche économique, travailler dans l'université, être véritablement ce que j'appelle un économiste. On me désigne comme étant économiste. Je n'ai pas la prétention de me considérer économiste. Je préfère être vu et être présenté comme un vulgarisateur de l'économie du football ou du sport, mais n'ayant ni thèse, ni titularisation, ni habilitation à diriger les travaux de recherche. Je ne suis pas chercheur, je ne suis pas économiste. Et on me dit donc, pour que tu aies cette légitimité, cette prétention à te présenter comme économiste, passe ta thèse et deviens chercheur, deviens prof à temps plein à la fac.
Sauf que de plus en plus, je me rends compte que c'est pas un truc que j'aime. Là, le milieu de la recherche ne me branche pas, ne m'intéresse pas. Et donc, en fait, oui, on est passé de prix Nobel à une espèce de McLesguy en football ou en économie. J'ai plus de passion à vulgariser la science que faire de la recherche scientifique. Et donc, je préfère le monde des médias que le monde universitaire. C'est vrai. Et du coup, parce que j'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais ça m'intéresse. Tous ces gens qui vous disent de finir votre thèse pour être vraiment, entre guillemets, considérés et légitimés comme économistes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien avec le fait que vous parliez de foot, enfin d'économie du foot? Est-ce qu'il n'y a pas un petit mépris aussi par rapport à cette matière-là, par rapport, entre guillemets, à d'autres économies ce qui est très intéressant, c'est vrai qu'on ouvre une nouvelle parenthèse, mais ces milieux, parce que c'est au pluriel, mais ces milieux sont très, comment dirais-je, très refermés sur eux-mêmes. C'est vrai que la recherche fondamentale, alors moins aujourd'hui parce que de plus en plus depuis quelques années, émergent dans la classe universitaire des spécialistes diplômés compétents dans le sport. Je pense à Lucas Rondel, à Richard Duhautois, à Bastien Dreux, des gens qui sont compétents sur lesquels on peut compter en économie, mais on a en sociologie un Stéphane Beau, on peut avoir en mathématiques des gens compétents dans le football, ça c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un temps, parler de foot, quand on faisait de l'économie, c'était mal vu. C'est vrai que moi, au tout début, quand j'avais voulu faire une thèse sur le foot spécifiquement, on m'avait dit « mais non, aucun intérêt, ça sert à rien ». Et donc déjà, il y a un côté méprisant du foot par une certaine partie du milieu universitaire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, ils vont aussi considérer que certains, encore une fois, pas tous, certains, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais certains économistes et certains universitaires vont aussi mépriser et juger des gens comme moi qui vont faire des plateaux télé, qui vont être médiatisés et qui vont être mis en avant. Alors, par jalousie ou par considération de non-légitimité, mais il va y avoir des gens qui vont dire que je suis un expert autoproclamé parce que j'ai pas la thèse, parce que j'ai pas l'habilitation à diriger des travaux de recherche. Je serai donc autoproclamé. Alors je l'ai eu, mais j'ai même eu par exemple, alors même pas dans le milieu universitaire, mais j'ai eu un journaliste à Mediapart que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup Mediapart. D'ailleurs certains sont venus s'excuser ensuite, qui m'a traité d'expert autoproclamé parce que je n'avais pas le statut de l'économiste. Et donc, et aussi même chez certains économistes, je vais avoir cette espèce de non-légitimité à parler d'économie parce que je ne suis pas ancré dans leur domaine de compétences et leur domaine de savoir. Je n'ai pas la thèse, je n'ai pas tous les diplômes qui feraient de moi un économiste. Un cumul des mépris, quoi. C'est ouais, ça c'est clair que... et aussi, je pourrais aussi rajouter que même dans le milieu footballistique, je vais être parfois critiqué par certains en me disant que je ne viens pas de ce milieu. Qu'il va y avoir des dirigeants qui vont dire que je suis qui, de quel droit je parle, de Mediapro, de la gestion des clubs, dans la mesure où je n'ai jamais dirigé un club et je ne viens pas de ce milieu, je ne suis pas du sérail, donc je n'ai pas à parler d'un milieu que je ne connais pas. Donc à tous les niveaux médiatiques, professionnels, universitaires, il va y avoir des gens qui vont être jaloux et qui vont critiquer. Mais bon, ça, c'est partout pareil. C'est pas... et puis c'est souvent des gens qui, du coup, lisent pas trop ce que vous écrivez. Mais ça, à la rigueur, ils pourraient lire et pas être d'accord. C'est juste, dès qu'on commence à mépriser, on peut ne pas être d'accord avec moi. Ça, c'est très bien. C'est le jeu du débat et de la politique. Mais le mépris, c'est un truc que je ne comprends pas. Et moi, si je suis pas d'accord avec quelqu'un, je l'ignore. Voilà, merci, au revoir. J'ai pas forcé le trait. Je sais que j'ai des gens, je vais pas vous donner des noms, mais il y a des gens qui ont fait preuve d'une grande lâcheté, d'une grande méchanceté, d'une grande méprise, alors que finalement, s'ils avaient juste pris la peine de venir discuter avec moi, on aurait pu poser les choses très calmement. C'est pas très grave. Et en plus, c'est pas grave. On fait pas décoller des fusées, quoi. Non, voilà, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais je sens qu'il y a quelques personnes qui font preuve d'un certain mépris. Mais voilà, je me préoccupe pas d'eux et je vis ma vie. Moi, je suis très content comme je suis. Du coup, parce que nous, on vous trouve légitime d'en parler, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On voit, alors j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu de moins en moins, mais ça reste dans l'ambiance, que les footballeurs ont un peu une image de gamins pourri gâtés. Encore récemment, JT, on parlait de millionnaires qui courent derrière un ballon, etc. Et en fait, pour la plupart des footballeurs, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le grand public voit ceux qui sont en haut de l'affiche, mais en fait, on se rend compte que cette vision est complètement biaisée et que finalement, il y a une grande précarité dans ce métier-là, parce que ça reste un métier et qu'il n'y a pas que des stars. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà pourquoi cette vision est biaisée et quelle est cette précarité, parce que tout le monde n'est pas au courant, par exemple, de pourquoi ça l'est, et potentiellement comment on pourrait faire pour éventuellement rendre le football plus égalitaire entre, on va dire, les stars et les joueurs de N1?
globalement, ce sujet, on peut le sortir du cadre purement footballistique et se poser la question de la compétence, à la fois en mathématiques et en économie, des Françaises et des Français. Je dis pas qu'ils sont incompétents. Je dis que quand on va forcer le trait, par exemple, de la rémunération des footballeurs, c'est oublier le pourquoi du comment. C'est oublier, qu'effectivement, il s'agit d'une moyenne. Quand on met en avant, et c'est souvent mis en avant, le salaire moyen des footballeurs en Ligue 1, c'est 92 000 € par mois. 92 000 €. Ah mon Dieu, le salaire moyen en France, c'est entre 1008 et 2100. Les footballeurs, c'est 92 000. C'est indécent, ils sont trop payés, c'est indigent, il faut les blâmer. Premier élément, c'est de se dire que c'est une moyenne. Et la moyenne, par définition, ne prend pas en considération les écarts de rémunération. Autrement dit, dans la moyenne des 92 000, on va intégrer à la fois le salaire des footballeurs du PSG, des Messi, des Neymar, des Mbappé très bien payés, et tous les autres qui évoluent en seconde division, en troisième division, et qui gagnent 2 000, 3 000 € par mois. Pour en faire une moyenne, tombons à 92 000. Donc, le premier élément, c'est vraiment sur la question de la compréhension de la moyenne. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, font un amalgame sur la moyenne et la représentation réelle de la rémunération, ce qui n'est pas le cas. Surtout que souvent, ils sortent la médiane juste après. Et même moi qui ai une formation littéraire, j'arrive à comprendre que la médiane est plus représentative que la moyenne. Ouais, et la médiane, c'est 48 000 ou 46 000 de mémoire, donc c'est beaucoup plus faible. Donc déjà, ça prouve bien qu'il y a beaucoup d'inégalités si on a un écart très important entre la moyenne et la médiane, mathématiquement parlant. Le deuxième point, c'est sur la légitimité de la rémunération. Le débat qu'on pourrait avoir sur la question de la rémunération, c'est pas un débat moraliste. On pourrait l'avoir, le débat moraliste. Est-ce que c'est moralement acceptable qu'un qu'un individu qui tape dans un ballon gagne plus de 100 000 € par mois, quand il y a des médecins, des infirmières, des profs qui gagnent moins de 3 000 € par mois? Moralement, on peut l'avoir. Mais maintenant, d'un point de vue strictement économique, comment justifier cette rémunération? Il ne faut pas oublier que le football est le sport le plus populaire du monde, que le football draine une communauté de fans de plusieurs milliards de personnes. Une finale de Coupe du Monde, elle est vue par 1,4 milliard de personnes sur Terre. 1 milliard de personnes, c'est autant de consommateurs potentiels qui vont attirer des annonceurs, qui vont attirer des marques, qui vont attirer des partenaires, qui vont attirer un marché de la consommation, de l'activité économique. Et donc, au final, la rémunération des footballeurs ne fait que correspondre, en tout cas la très haute rémunération de certains footballeurs, ne fait que correspondre à leur capacité d'attraction de la communauté de fans. Quand un Tom Cruise est payé 20 millions € par film, c'est aussi parce qu'il est capable d'attirer des fans derrière ses films Mission Impossible et autres. Quand une chanteuse ou un chanteur gagne énormément d'argent, c'est qu'il est capable d'attirer sa communauté de fans et personne n'est choqué. Le footballeur, c'est pareil. Que Messi gagne 50 millions € par an, ou moins ou plus, peu importe, c'est juste qu'il en rapporte économiquement. Oui, moralement, c'est indécent. Oui, moralement, c'est choquant que taper dans un ballon, être aussi bien payé, c'est grave. Mais juste économiquement, c'est légitime. Alors, le débat ne porte pas sur la crédibilité ou la légitimité de la rémunération. Le débat porte sur la réponse économique. Économiquement, il est normal qu'un footballeur connu, au même titre qu'un chanteur ou qu'une chanteuse ou qu'un acteur ou qu'une actrice, soit très bien payé. Là où les gens ont tendance à l'oublier, c'est que, déjà, le marché est très important dans le football, donc il est normal de bien rémunérer ses membres. Et 2, il y a, comme vous l'avez dit, énormément d'inégalités. Et que, déjà, donc vous l'avez dit, l'écart entre la moyenne et la médiane est très important, ce qui prouve les écarts de rémunération. Et qu'on estime, selon une étude récente de la FIFPro, qui est le syndicat des joueurs professionnels international, 45% des joueurs sur Terre gagnent moins de 1 000 $, par mois. Donc les footballeurs, c'est pas que des gens très grassement payés, c'est aussi des gens qui gagnent très mal leur vie, qui vivent dans une précarité constante, qui vivent dans une incertitude, qui n'ont pas la certitude d'avoir une carrière de 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui n'ont pas fait d'études, qui vivent dans l'incertain quotidien, dans le risque de la blessure, de l'échec sportif, de l'échec physique, de l'échec collectif sportif, d'une équipe qui monte, d'une équipe qui descend. Donc il y a aussi une crainte qui s'affirme à ce niveau-là. Donc je suis pas en train de dire que parce que les pauvres ont peur, qu'il est normal qu'ils soient très bien payés. Je dis simplement que quand on critique les millionnaires en short, il ne faut pas oublier qu'on ne parle pas de tout le monde. Et que si on a Messi en focus, on a aussi beaucoup de joueurs qui sont très mal payés. Et que si Messi est très bien payé, c'est parce que économiquement, c'est justifié et justifiable. Et si du coup, parce que là, on a parlé vraiment de la vision du grand public par rapport aux footballeurs, et ça, on peut être, j'allais dire, on peut être que d'accord, mais non, on peut ne pas être d'accord. Mais si on se place, imaginons qu'on a accepté ces variables-là, et qu'on se place dans un contexte à l'intérieur de ce truc-là, si on
on fait un peu de morale et qu'on a envie d'avoir des valeurs un peu différentes, comment on pourrait faire pour garder, entre guillemets, la manne financière restera la même, mais pour l'équilibrer plus et faire en sorte que potentiellement tout le bas de l'échelle soit moins précaire et que potentiellement peut-être que les stars prennent un peu moins pour eux, même s'ils rapportent toujours autant. Ce qui est intéressant, c'est quand on étudie l'économie du sport, c'est de voir qu'on peut trouver des outils économiques pour à la fois satisfaire une morale, si je puis dire, mais aussi satisfaire des intérêts sportifs. Je prends notamment le modèle américain de sport et de ligue fermée nord-américaine, va plafonner la rémunération. Va dire qu'effectivement, un joueur ne peut pas gagner plus de tant de millions d'euros. Il y a un plafond salarial, un salary cap. Le but étant de contrôler non pas la morale économique de la rémunération, mais de contrôler les forces en présence. De dire que toutes les équipes doivent globalement se valoir dans l'intérêt de la communauté, dans l'intérêt de l'attractivité sportive. Si on a, comme en Europe, des équipes comme le PSG qui surdominent allègrement la compétition et d'autres qui n'ont rien, il n'y a aucun intérêt sportif pour le spectateur, pour le fan, donc il y a un désintérêt du consommateur. Les Américains disent non, il faut au contraire satisfaire l'équilibre et l'intensité compétitive, donc on fixe un plafond pour que, économiquement parlant et non pas moralement, tout le monde soit jaugé à la même enseigne finalement et tout le monde ait la même rémunération équivalente. L'ordre moral ensuite serait de dire que vous avez le droit de dépasser cette rémunération. C'est ce qui se passe en NBA notamment. En NBA, en basket, on peut payer grassement des joueurs de basket. Un LeBron James peut être très bien payé. Sauf que si vous dépassez le salary cap, si vous dépassez le plafond salarial, vous allez payer ce qu'on appelle une luxury tax, une taxe sur le luxe. Vous allez payer une taxe au prorata du montant dépassé par rapport à la barrière symbolique. Et tout l'argent récolté de ce prélèvement de la taxe va être redistribué à l'ensemble des acteurs en dessous, dans le but d'améliorer leur rémunération, leur performance, leurs investissements et de soutenir donc la compétitivité sportive, l'intensité sportive. Donc, on peut parfaitement raisonner d'un point de vue moraliste vers un point de vue économique ou inversement d'un point de vue économique vers un point de vue moraliste. C'est pas opposer bêtement la morale de l'économie. On peut parfaitement supposer que on puisse faire un effort économique pour tendre vers un bien-être économique, mais pour tendre vers un bien-être moral. Moi, j'avais une double question par rapport à ça, parce que ces dernières années, il y a quand même les salaires en NBA ont notamment explosé. Il y a une forte inflation, enfin pas une inflation, mais une forte augmentation du niveau des salaires. Et une deuxième question qui va suivre après, est-ce que c'est pas dû au fait que ce soit aussi une ligue fermée, ce qui favorise peut-être aussi beaucoup la redistribution par rapport à d'autres clubs ? Alors, il est évident sous la problématique, parce que qu'on se mette d'accord tout de suite, et c'est le cas de l'économie. L'économie n'est pas une science exacte. L'économie est une science idéologique, politique, théorique, sociale, mais l'économie n'a pas de modèle parfait. S'il y avait un modèle parfait, on n'aurait pas actuellement un entretien sur la précarité, les inégalités. Si on avait un modèle parfait, on vivrait dans le meilleur des mondes. Donc, il va y avoir une opposition frontale entre les modèles nord-américains de ligue fermée, plafonnée, redistributif, régulé, et les modèles européens de ligue ouverte, libéralisé si je puis dire, sans contrôle. Et chacun des deux modèles aura une satisfaction. Chacun des deux modèles aura un intérêt, des critiques, mais il n'y aura pas, si vous voulez, à la fin des fins, la solution au problème. Quand on me dit que la ligue fermée, effectivement, permet à ce qu'il y ait une forme de redistribution, permet à ce qu'il y ait une forme de plafonnement, de salary cap, permet à ce qu'il y ait une forme de contrôle et d'évitement des écarts de rémunération, c'est vrai. Sauf qu'effectivement, vous avez raison, c'est une ligue fermée. Et ligue fermée, c'est uniquement dans un entre-soi. L'entre-soi, c'est uniquement entre les clubs participants. La problématique de mettre ça en place en Europe dans une ligue ouverte, c'est de supposer que vous puissiez donner à des clubs qui descendraient dans des divisions inférieures. Si vous faites un salary cap et une luxury tax, si vous redistribuez à tous les clubs, vous allez aussi redistribuer aux clubs qui terminent dernier. Et si vous donnez aux clubs qui terminent dernier, ces clubs vont gagner de l'argent en descendant en deuxième division. Et donc à partir de là, ils vont avoir plus d'argent en deuxième division que tous les autres. Donc avoir un avantage comparatif par rapport aux autres. Donc recréer des inégalités. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas, en l'état actuel des choses, imaginer un système régulé à l'américaine dans le format des ligues européennes ouvertes. Et inversement, on peut aussi critiquer le format des ligues fermées nord-américaines, il y avait ce débat sur la Super Ligue européenne, en disant que la ligue fermée remet en cause le principe de méritocratie, du dépassement de soi, de l'effort pyramidal, de dire que plus vous êtes bon, plus vous montez. Dans la ligue fermée, c'est toujours les mêmes équipes et il n'y a pas de prime au mérite
Vous êtes là quoi qu'il arrive. Donc voilà, dans tous les cas, il y aura des critiques, on peut en débattre, on peut en discuter, mais il n'y a pas de modèle parfait. S'il y avait un modèle parfait, je serais pas là avec vous en train de discuter. Après, par rapport aux inégalités, j'ai envie de dire de toute manière, même là avec les ligues ouvertes, ne serait-ce que par rapport aux redistributions des droits TV, déjà le dernier, il arrive avec une manne financière qui est entre guillemets inégale par rapport à la division inférieure. Donc on jouerait juste sur ce problème-là. Dans le cas des droits TV, la ligue ouverte par exemple et la redistribution, on pourrait parfaitement supposer, je pourrais être d'accord avec vous et admettre ce postulat, mais on pourrait effectivement imaginer que si on impose une redistribution strictement égalitaire des droits TV en ligue ouverte, ben on imaginerait le club qui terminerait dernier de Ligue 1, arriverait en seconde division, et aurait 10 fois plus que les autres parce qu'il aurait touché la même somme que le PSG, par exemple. Donc, créer, en fait, exporter les inégalités à la Ligue 2, et de la même manière, admettons qu'on fasse la même chose en Ligue 2, partage égalitaire, bah, on aurait le même problème en National, et si on corrige ce problème, on aurait le même problème en National 2, etc., etc. Donc, en fait... C'est un petit peu là où je voulais en venir, parce que moi, de ce que j'ai lu de vous, et ça se confirme là avec notre discussion, c'est que vous semblez quand même tendre, en termes de solutions, déjà être plus ou moins favorable, ça on en reparlera un petit peu après, sur des droits TV plus égaux entre les clubs. Le salary cap et la luxury tax, c'est quelque chose auquel vous songez de manière plutôt européenne. J'ai vu aussi d'autres choses, comme par exemple la création d'une DNCG au niveau européen. Mais là, j'ai l'impression qu'entre guillemets, vous donnez des arguments à vos contradicteurs pour dire que c'est peut-être pas que ça la solution. Alors, en fait, l'idée, en travaillant sur le sujet, en réfléchissant, en discutant avec d'autres, on se rend compte qu'il n'y a pas de modèle parfait. Donc il faut tâtonner, il faut apporter des solutions. Effectivement, la solution du partage égalitaire des droits TV est une solution intéressante. La seule contrainte, c'est que ça pourra provoquer des écarts de rémunération aux étages inférieurs. Moi, par exemple, si je m'écoutais, si vraiment j'étais si j'avais les rênes, une baguette magique, et je devenais président de l'UEFA, de la FIFA, ou en tout cas j'avais les rênes du football international, ou même français, ma solution serait une forme de mix entre le modèle nord-américain et le modèle européen. Je ferais une ligue fermée, mais une ligue fermée sur 3 niveaux. National, Ligue 2, Ligue 1, ou Ligue 3, Ligue 2, Ligue 1. Et en fait, je n'aurais que les clubs professionnels regroupés, donc les 60 clubs professionnels regroupés en 3 divisions ouvertes. On pouvait descendre et monter dans les 3 divisions. Donc il y a vraiment le respect de la méritocratie pyramidale, mais fermé en vase clos finalement entre les 3. Donc là, dans ce concept de ligue fermée à 60 équipes avec relégation et accession, on pourrait s'imposer une redistribution, on pourrait s'imposer un partage équitable et non pas égalitaire, on pourrait s'imposer une luxury tax qui viendrait être redistribuée non pas aux 20 clubs de Ligue 1, mais aux 59 clubs de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, pour assurer un spectacle sportif, pour assurer une visibilité, pour lutter contre les écarts de rémunération, pour lutter contre la précarité, mais pour soutenir finalement l'ensemble des footballeurs professionnels. Ça serait le modèle, à mon sens, idoine et parfait. Est-ce que c'est pas encore créer d'autres inégalités justement avec les clubs amateurs qui seraient en 4e, 5e, 6e division ? La seule différence, que ces clubs amateurs n'ont pas pour objet d'être professionnels. Et certains peuvent avoir l'ambition. Certains peuvent l'avoir. Alors l'idée, c'est pour ça qu'encore une fois, il n'y a pas de modèle parfait. D'accord. Non, mais la question, c'est de savoir est-ce que du coup il y avait des mécanismes compensatoires pour justement favoriser ces clubs-là ? L'idée en fait serait de supposer que déjà il y aurait le fonctionnement de la ligue fermée à 3 divisions, mais pour accéder en 3e division, c'est pas fermé indéfiniment. C'est-à-dire qu'on aurait un peu le modèle américain, le concept de licence, de permis de jouer. Un club de 4e division pourrait acheter la licence à un club de 3e division pour accéder en 3e division. Il y aurait cette possibilité. Après, ces mécanismes de redistribution existent. On sait que les droits TV, il y a une taxe, la taxe FAFA, la taxe pour le football amateur, un fonds d'aide pour le football amateur. C'est 2,5% prélevé sur les droits TV du foot pour le foot amateur. Donc on peut aussi imaginer que si le foot professionnel est valorisé médiatiquement par la télévision, c'est plus d'argent pour le foot amateur. Donc il y aura un système de redistribution du foot pro vers le foot amateur. C'est ce fameux fonds qui est reversé à l'Agence nationale du sport, c'est ça ? Alors, il y a 2 taxes. Il y a la taxe buffet de 5% sur les droits TV qui est, elle, prélevée et plafonnée à 70 millions d'euros qui est redistribuée pour l'Agence nationale du sport, l'ANS. Et il y a la taxe FAFA, le fonds d'aide pour le foot amateur, qui là, c'est 2,5%
pour le football amateur. Donc vous avez la taxe Buffet, c'est pour le sport amateur, globalement, et la FAFA de 2,5% pour le football amateur. Le fameux conflit avec Pascal Pro venait de là, non? Exactement. Sa taxe préférée? Il faut arrêter de les aider, il faut arrêter de taxer, il faut arrêter de... Voilà, c'est... Mbappé n'a pas été formé par le football amateur. Non, il a été formé à Monaco, il a dit. Ouais. Quelle idiotie. Et du coup, pour finir un peu sur... on reste dans le côté un peu baguette magique, dans les idées de solutions que vous aviez, etc. J'avais vu cette idée de taxe Coubert-Tobin. Coubert-Tobin, ouais. De l'économiste James Tobin. Oui, moi je veux Tobin. Alors, la française Tobin. Tobin. Voilà. Moi je m'appelle Jamais Tobin. Cette taxe Coubert-Tobin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, la taxe Tobin, pour celles et ceux qui connaissent et qui sont intéressés à l'économie, la taxe Tobin de l'économiste James Tobin, c'est une taxe qui vise à prélever un taux extrêmement faible à taxer l'ensemble des transactions financières. L'idée, elle est intéressante en soi, c'est de considérer, d'ailleurs c'est en discussion aujourd'hui à l'échelle de la France et de l'Union européenne, la taxe Tobin, c'est de considérer que les transactions financières sont extrêmement nombreuses. Quotidiennement, c'est plusieurs milliards de transactions financières à la bourse et sur les marchés financiers. Et l'idée de l'économiste Tobin est de fixer une taxe très faible de 0,01% sur le montant des transactions financières. La taxe serait très faible, donc il n'y aurait aucune désincitation à la transaction, mais comme il y a énormément de transactions, la taxe rapporterait beaucoup. On ferait une taxe de 0,01%, et comme on a plusieurs milliards de gérés quotidiennement sur les places boursières, elle rapporterait beaucoup d'argent pour la redistribution, pour le financement de la transition écologique, la transition énergétique, les aides sociales, les aides de santé publique, le Covid-19 et autres, en tout cas des aides. Ça, c'est la taxe Tobin. La taxe Coubert-Tobin, qui n'est pas de moi, qui est de l'économiste Vladimir Andreev, qui a développé dans les années 2000, c'est le même principe, c'est de taxer, à un taux très faible, les transactions financières du football, en l'occurrence les transferts. Il fait la fusion, le terme c'est de Coubertin et de Tobin. Donc Coubertin, l'esprit sportif, l'esprit démocratique du football et du sport. C'est de dire que dorénavant, pour protéger les jeunes et les footballeurs, on va taxer un montant faible l'ensemble des transactions du football. À 0,1%, 1%, 10%, peu importe. On va taxer les transferts. Et la manne de cette taxe va venir financer un fonds d'aide pour le football, de protection pour les footballeurs, pour le football féminin, pour le football amateur, pour l'ensemble des footballeurs. Là où l'intéressant de cette taxe Coubert-Tobin, c'est de se dire que on va finalement faire croître la taxe en fonction de l'âge du footballeur. Autrement dit, on va supposer que de 21 ans à la retraite, de 21 ans à 35 ans, 40 ans, tous les transferts seront taxés à 1%. Voilà. Un Messi, un Neymar qui est vendu 222 millions d'euros, le PSG va payer une taxe de 1%, qui va venir abonder un fonds d'aide pour le football professionnel, féminin et amateur. Mais par contre, pour protéger les clubs et pour protéger les jeunes joueurs et les clubs formateurs, on ferait une taxe progressive par rapport à l'âge, ou en tout cas dégressive par rapport à l'âge. Plus vous êtes vieux, plus la taxe baisse. Donc inversement, plus vous êtes jeune, plus la taxe augmente. Et donc les jeunes joueurs de 17, 18, 19 et 20 ans, comme Mbappé vendu au PSG par Monaco, seraient taxés à 10, 20, 30, 40, voire 100% pour désinciter les clubs acheteurs à piller finalement la jeunesse des clubs formateurs. Les désinciter, vous avez payé une taxe de 100%, ou alors vous acceptez de payer la taxe de 100%, mais la manne financière de la taxe viendrait abonder le fonds d'aide pour le football pro, le foot féminin, le foot amateur. Donc c'est gagnant-gagnant, c'est à la fois je vous aide pour le développement du football, et en même temps, je vous protège et je désincite les clubs à acheter des joueurs, ou alors, s'ils ont les moyens, ils paieraient beaucoup d'argent. Donc redistribution, aide, soutien, partage, solidarité, etc. etc. Exactement, exactement. Moi, juste une petite question, donc on est d'accord que la taxe porterait sur le club acheteur. Ouais. Et bon, pour chercher un petit peu la petite bête, parce que nous, on n'est pas des économistes aguerris, qu'est-ce que rétorquent les personnes qui sont contre ce genre d'idée-là? Parce que nous, sur le papier, ça nous paraît quand même très intéressant. La désincitation au libéralisme, la désincitation la libre circulation des facteurs de production. Le libéralisme, la théorie libérale, dit que pour assurer l'optimum collectif,
la maximisation de l'intérêt collectif, il faut imposer un laisser-faire. Et que l'ordre spontané du marché pourra se réaliser à partir de l'intérêt individuel et la somme des intérêts individuels. Et que le tout est réductible au jeu des parties. Pour aboutir à l'intérêt collectif, il faut imposer un laisser-faire. Si vous commencez à mettre des taxes, des impositions, des réglementations, des contraintes, vous ne permettez pas d'aboutir à un équilibre naturel, à un ordre spontané du marché. Donc là, quand la critique, la petite bête finalement, c'est de dire que, voilà, quand on va me traiter de gauchiste pour caricaturer, c'est de dire que idéologiquement ou théoriquement, on va admettre que la trop grande contrainte sur le marché va venir perturber sa capacité à aboutir à un équilibre et à un optimum collectif. Le problème, c'est que c'est Gianni Infantino qui pense ça aujourd'hui, quoi. Oui, mais alors, je vais me faire l'avocat du diable. Je n'y crois pas, mais je me fais l'avocat du diable. Si le PSG avait été contraint de payer une taxe de 100% sur le transfert de 180 millions d'euros sur Mbappé. Alors vous me direz, c'est peu, on va dire 100%, vous payez donc le double, l'équivalent du double. Ou alors, mettons 10%, il faut payer 18 millions d'euros en plus. C'est pas pareil. Admettons, 100 c'est beaucoup, donc admettons, allez, 10. 18 millions d'euros. Voilà, mettons un taux, mettons qu'ils doivent payer 50 millions d'euros en plus. Imagine. Soit le PSG a les moyens, donc on n'a pas à se préoccuper, il paye. Soit ils disent, attendez, le PSG veut s'armer, vient avec des capitaux étrangers, veut investir, veut travailler, et on va venir le taxer, on va venir le contraindre, on va venir l'empêcher de développer sa manne sportive pour tenter de viser une victoire en Ligue des Champions. Donc on va forcément critiquer ça. On va dire que, alors que le PSG veut investir, on vient le ralentir, sa force, sa motivation à l'investissement. Il voulait dépenser de l'argent pour Mbappé, donc aussi soutenir le marché franco-français et Monaco. Non, on le taxe, on le contraint. Ça, c'est la critique libérale. C'est que la contrainte va venir désinciter les forces en présence. Mais ce qui est drôle, c'est que, en gros, ils veulent un système libéral très ouvert et complètement libre, mais par contre, ils se plaignent pas en temps de crise qu'il y ait intervention de l'État. Donc, Ah, mais la mutualisation des pertes et la privatisation des bénéfices. C'est quand tout va bien, vous nous laissez tranquille. Quand tout va mal, s'il vous plaît, aidez-nous. Mais de toute façon, on est d'accord que cette taxe couverte Tobin, de toute façon, elle pourrait être viable que dans un système européen. Oui, même mondial. Il faudrait véritablement que la FIFA décrète de mettre en place ce genre de choses. C'est le dernier point là-dessus, sur ce sujet où je veux en venir, c'est que on peut être, entre guillemets, quand on aime le foot et qu'on a envie que tout soit un peu équilibré, que être d'accord avec cette taxe couverte Tobin, même le salary cap et le luxury tax, c'est une très bonne idée, etc. Mais ça n'existera pas tant que ce ne sera pas mondial, parce que sinon on va voir les joueurs se barrer. Exactement. Là où ils peuvent prendre. On est aujourd'hui, alors critique ou pas critique, mais on est aujourd'hui dans une économie mondialisée. Encore plus avec le football. Aujourd'hui en foot, on va supporter des Brésiliens, des Argentins, des Africains, on va suivre la Première Ligue, la Serie A italienne, la Liga espagnole. Le monde entier s'intéresse au football. Les Américains, les Sud-Américains, les Africains, les Asiatiques, tout le monde. Le football est mondialisé, tout comme l'économie est mondialisée. On regarde les marques qu'on porte, on a des marques japonaises, des marques norvégiennes, des marques japonaises, des marques américaines, de tous les pays du monde. L'économie est mondialisée. Et c'est pareil pour le football. Donc le football, si on veut imposer un changement, il faut le faire à échelle mondiale. Si demain la France seule s'impose une luxury tax, un salary cap, une taxe couverte Tobin, mécaniquement, on va créer un décalage par rapport aux pays du reste du monde, par rapport à la concurrence étrangère. Et si demain, on dit au PSG par exemple, ou à Monaco, ou à Lyon, ou à Marseille, il faut payer plus de taxes, il faut payer une luxury tax, il faut s'imposer un salary cap, il faut s'imposer une taxe couverte Tobin, les clubs n'auront plus les moyens, les joueurs diront non, j'ai pas envie de payer autant d'impôts, je vais aller travailler à l'étranger. Et donc en fait, si on veut vraiment, et là c'est un peu de l'idéalisme, alors naïf ou non, mais en tout cas du pragmatisme, parce que certains diraient que montrons l'exemple, appliquons-le en France, le reste du monde suivra. Quand je vois que la France a pris la décision seule d'arrêter le championnat en 2019 et en 2020 pour le Covid, en disant que si la France arrête, l'Europe suivra, c'est pas ce qui est arrivé. Donc, naïvement de croire que si la France décide de changer seule, le monde suivra, j'ai pas le sentiment que ça puisse se propager. Donc, je préférais véritablement qu'il y ait une prise de conscience d'abord européenne, puis internationale, et que demain, tout le monde entier, la FIFA, alors vous me dites, Infantino n'a pas cette philosophie, c'est vrai, mais on peut espérer que demain, le monde du football soit prêt
à s'imposer une cure de changement, une cure de régulation, une cure de réforme, et se tourne vers ce genre de modalité pour renforcer le football. On n'est pas dans une critique du football, on est dans une critique de l'état actuel du football. Aujourd'hui, il est critiquable, mais on l'aime le football, donc il faut le protéger. Et pour le protéger, il faut aller vers cette forme de régulation. Moi, je voulais du coup parler aussi avec toi des clubs, notamment en France. On voit que beaucoup sont en déficit structurel. Je crois que Ligue 1, Ligue 2, c'est 39 sur 40. Et on voit aussi que la majorité de leur modèle économique repose sur les droits TV, ce qui fait qu'ils sont complètement accrochés à ça. La petite question que je voulais te poser, c'était comment on peut changer la manière de voir les choses déjà des clubs et quelle autre alternative, entre guillemets, on pourrait leur offrir. Parce que là, on a l'impression que dès qu'il y a une petite crise, l'État intervient et c'est un peu, on va dire, des pansements sur une jambe de bois, quoi. Ah mais oui. Et ça ne va pas continuer éternellement, quoi. Dans la structuration moyenne des clubs, en moyenne, c'est 35% les droits TV, 36% les droits TV, 25% le trading de joueurs, donc la vente de joueurs, 15% les revenus commerciaux, 15% les revenus de marketing, sponsoring et 9% la billetterie. Donc comme tu l'as dit, il y a une très forte dépendance aux droits TV. Là où c'est intéressant, ce qui est grave, si je puis dire, dans le modèle économique des clubs, c'est qu'ils sont extrêmement dépendants de l'aléa. L'aléa télévisuel, l'aléa du trading. En gros, un club, fondamentalement, ne vit pas sur ses recettes de billetterie, donc le spectacle sportif, ne vit pas sur ses recettes commerciales, l'achat de maillots, la vente de maillots, le trading marketing, si je puis dire, ne vit pas des recettes commerciales. Vraiment, il vit essentiellement du trading de joueurs et des droits TV. Autrement dit, si demain, comme on l'a eu avec Mediapro, il y a une crise télévisuelle, il y a une perte de quasiment 36% en moyenne de ses revenus, si un club ne performe pas sportivement, s'il y a une crise économique, il ne vend pas ses joueurs, il y a une perte de 25% de trading de revenus. Donc ils sont extrêmement indépendants des aléas sportifs, l'aléa médiatique et l'aléa sur le terrain. Donc c'est grave, et voilà, tu l'as dit, il y a un déficit structurel très inquiétant, très important pour les clubs. Là où les choses n'ont pas été faites, et à mon sens auraient dû être faites durant la crise économique, c'est qu'on a accordé des aides publiques aux clubs, mais à tous les niveaux, pas uniquement footballistiques et pour les clubs de foot, à tous les niveaux. Les aides n'ont pas été conditionnées. On ne leur a pas imposé une cure d'austérité. On ne leur a pas dit vous pouvez toucher tant de millions d'euros d'aide publique, vous pouvez toucher tant de millions d'euros de prêts garantis d'État, tant de millions d'euros d'exonération de charges, de cotisations. Vous pouvez, à la seule condition que les aides publiques ont été accordées gratuitement, sans conditionnalité. Autrement dit, l'État a dit je vous donne pour vous sauver. Alors qu'il aurait fallu, à mon sens, leur dire je vous donne à la seule condition que vous changiez de modèle. Je vous donne à la seule condition que, dorénavant, il faut ressortir de la télédépendance, sortir du trading de joueurs, sortir de l'idée fondamentale qu'un club est avant tout une succursale de vente de joueurs, mais considérer que dorénavant, un club doit vivre de la billetterie, doit vivre des revenus commerciaux, des revenus marketing, des revenus merchandising, des revenus sponsoring. Et c'est de ça qu'un club fondamentalement doit vivre. Quand vous allez dans le volley, dans le basket, dans le hand, ils n'ont pas de droit TV, ils n'ont pas de trading de joueurs. Et ils ne font pas faillite pour autant. Parce que les clubs vivent de la billetterie, du merchandising, du marketing et du sponsoring. Donc il faudrait que le football accepte que l'aléa est dangereux, l'aléa est incertain. Donc à la rigueur, faites ce que vous voulez, mais si vous demandez des aides publiques, il faut accepter que l'État conditionne le versement des aides. Ou alors, imposez-vous une cure d'austérité, faites en sorte de ne pas demander des aides publiques, d'assurer un équilibre des comptes sur le trading, sur les droits TV, sur les revenus commerciaux, sur les revenus merchandising, marketing, sponsoring, sur la billetterie. Et dans ces cas-là, crise ou pas crise, vous serez assez solide pour tenir. Assez solide pour ne pas demander des aides et ne pas disparaître ou alors avoir une inquiétude de disparition. On est vraiment au devant. Moi, j'ai en tête Jean-Michel Micheler, qui est le président de la DNCG, qui prédit que si les clubs ne font rien et ne s'imposent pas une cure d'austérité, on peut s'attendre à des faillites de clubs dès 2023-2024. Il faut quand même se rendre compte que les clubs ont pronostiqué en 2018 la manne télévisuelle de Mediapro à plus de 1 milliard. Donc ils ont fait une estimation de leurs comptes 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 en estimant une manne télévisuelle équivalente à plus de 1 milliard partagé à 20 clubs. Sauf que c'est passé à 600 millions d'euros. Il y a une perte de 400 millions d'euros due à la crise économique et due à la faillite de Mediapro. Donc tout leur fonctionnement comptable a été remis en cause.
Et aujourd'hui, ils doivent changer de modèle du fait de l'incertitude. Donc moi, ce que je dis, c'est que profitons de la crise pour changer de modèle et voyons la crise comme une sorte de phénix, de terre brûlée, qui va renaître de ses cendres. Profitons de la crise pour accepter qu'il y ait des faillites, pour accepter qu'il y ait des disparitions. Par exemple, j'avais été beaucoup critiqué par les Girondins de Bordeaux et par les supporters de Bordeaux. Mais moi, j'étais prêt à accepter que Bordeaux fasse faillite. J'étais prêt à accepter que Bordeaux aille en 5e division, mais recommence. C'est vraiment la terre brûlée, on recommence, on fait reset. Comme l'a fait Bastia. Comme l'a fait Bastia, exactement. Là, aujourd'hui, Bordeaux, dans une situation sportive et économique cataclysmique. Alors, est-ce que c'est reculé pour mieux tomber? Est-ce que c'est l'autruche qui s'enfonce dans le sable et qui ne croit pas à l'évidence du cataclysme? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de clubs aujourd'hui ont refusé de se remettre en question. Et moi, j'en appelle plutôt à du bon sens. Et oui, il faudra accepter l'évidence. On a vécu 20 glorieuses de gestion assez aléatoire et incertaine des clubs. Et aujourd'hui, une crise révèle les difficultés. Et moi, je dis qu'il faut profiter de la crise pour laisser tomber le système et le reconstruire avec de meilleures fondations. Et quand vous parliez justement des autres fondations, notamment par exemple des revenus marketing, des revenus de billetterie, moi ce qui me frappe, c'est que quand on va à l'étranger, en Angleterre et autres, les gens viennent 4 heures avant les matchs, etc. Ils consomment énormément sur place, ça fait des revenus pour les clubs. On regarde les stades de Chelsea, Arsenal, alors c'est une autre manne financière, mais en France, est-ce que c'est un problème de culture qui fait qu'on ne va pas en club principalement, ou est-ce que c'est parce que aussi les clubs ne font pas le boulot pour faire venir c'est un peu des deux? C'est les deux, c'est la poule ou l'œuf. Quand on dit, voilà, la France n'a pas la culture équivalente à l'Angleterre ou à l'Allemagne de la passion footballistique, c'est vrai. Quand on voit comment est traité le football par les médias, par l'université, par les milieux des affaires, c'est vrai. Mais inversement, comme on constate une critique faite à l'encontre des footballeurs et du football, les clubs ne vont pas faire d'efforts pour tenter d'améliorer cette situation. D'améliorer l'accueil, d'améliorer le confort dans les stades, d'améliorer la recherche de revenus alternatifs. Donc au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Comme on constate une critique populaire, on ne fait pas d'efforts. Et comme on ne fait pas d'efforts, on critique le football. Oui, parce que là où je fais un peu l'avocat du diable, c'est que moi qui consomme beaucoup de football, notamment au stade, etc., moi j'arrive 40 minutes avant le coup d'envoi, parce qu'une fois que tu as bu 2 bières, tu as fait le tour, quoi. Enfin, s'il y avait d'autres trucs mis en place par les clubs, on pourrait songer... Il y aurait d'autres activités, d'autres cérémonies, d'autres événements, bien sûr, mais il n'y a pas d'effort qui est fait. Et encore, t'es Rennais, il y a des galets de saucisses. C'est vrai, mais au bout de 2 galettes de saucisses, tu fatigues. Pour du coup... Je vais passer du coup un petit peu vite sur le modèle économique des clubs, parce qu'on a déjà parlé tout à l'heure par exemple d'un reversement des droits télé égalitaires qui pourrait éventuellement aider par exemple aussi les plus petits clubs. Est-ce que, très rapidement par exemple, est-ce qu'une Ligue 1 à 18, tu penses que ça pourrait aider les clubs à se remettre en cause ou... Je vois pas en quoi ça aiderait en fait. Parce que 16, 18, 20, 22, 24, on est sur un partage de gâteau. Ce qui va compter, c'est pas le nombre de parts. Ce qui va compter, c'est la taille du gâteau. Le gâteau, il correspond à quoi? La 18 à 600 millions d'euros, effectivement, si on passe de 20 à 18, on garde la même somme d'argent, on vire 2 clubs, donc on augmente la taille des parts. Dans le même temps, on peut aussi supposer qu'à 18, on a 4 matchs en moins. Et 4 matchs en moins, c'est autant de matchs en moins pour la télévision. Donc un des intérêts pour elle à payer plus cher les droits TV s'il y a moins de matchs à diffuser. S'il y a moins de matchs à diffuser, pourquoi devrait-elle payer plus? Donc on peut aussi supposer qu'en passant à 18, en 2024, quand il faudra renégocier les droits TV, Canal, Amazon ou d'autres pourraient parfaitement dire, écoutez, aujourd'hui ça vaut 660 millions d'euros, il y a 18 clubs et non plus 20, pourquoi je devrais payer plus? Il y a moins de matchs à diffuser. Donc il y a aussi cette idée-là de considérer que c'est pas forcément une fin en soi et un but à avouer optimiste. De la même manière, même à 22, 24 équipes, on pourrait aussi supposer que plus de matchs, c'est plus d'argent, pas forcément. C'est aussi plus de mauvaises équipes, donc moins de belles affiches. Donc le débat, en fait, si vous voulez, il se passe pas là parce que vraiment, il est marginal. Il est plus sur la santé des joueurs, je pense. Voilà, il est à ce niveau-là, mais d'un point de vue économique, il est marginal. Les réponses dans de dire que le partage du gâteau sera meilleur, oui et non, parce que tout dépendra de la taille du gâteau. Les réponses sur la qualité intrinsèque des matchs, c'est vrai, il y aura moins de mauvaises équipes parce qu'on virera les 2 plus mauvaises, donc il n'y aura que 18 bonnes équipes. Il y a de très bonnes équipes qui perdent leur match et qui terminent dernière de championnat. Donc il y a de très mauvaises équipes qui gagnent leur match 1-0 et qui terminent 5e, 6e, 7e, 8e, 9e. Donc c'est plus complexe et c'est marginal d'un point de vue économique. Ok,
pour avancer, il y a un terme qu'on entend beaucoup en ce moment. On parle beaucoup de la création d'une société commerciale, notamment pour les droits TV. Et j'avoue que je pense que c'est un terme qui est assez opaque, assez flou pour beaucoup de gens. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le professeur d'économie à propos de cette société commerciale ? Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la Ligue de football professionnel a un statut assez hybride, un mix entre un statut professionnel avec la rémunération de ses membres et la négociation de contrats commerciaux, et un statut associatif, dépendant de la FFF. La FFF elle-même, alors c'est pas une dépendance, mais elle est sous tutelle du ministère des Sports, et donc de l'État français. Donc on a cette espèce d'hybridation entre la volonté politique publique, le statut associatif, le statut privé, c'est complexe, assez particulier. Ce qui ne permet pas, par exemple, pour une ligue de football professionnelle, en tant qu'entité associative, statut juridique associatif, de librement négocier le montant de ses droits TV internationaux. Ce qui est intéressant, c'est que les droits TV internationaux ont été cédés à Beansport, et c'est Beansport qui va négocier pays par pays le montant des droits internationaux. Prenez l'Angleterre. L'Angleterre, c'est une entité commerciale qui vient négocier pays par pays le montant des droits TV en Norvège, au Japon, au Canada, en Argentine, etc., etc. Donc l'idée de créer une entité commerciale, c'est de dire que dorénavant, la gestion commerciale et télévisuelle de la Ligue de football professionnel sera gérée par une entité privée, une société commerciale. Donc déjà, juridiquement, elle aura le droit de pouvoir, elle aura les compétences juridiques pour pouvoir négocier des contrats librement et ne pas passer par l'intermédiaire, ne pas passer par Beansport par exemple. Elle pourra librement dire « je vais aller au Japon, je vais aller en Chine, je vais aller en Inde, je vais aller au Canada et je vais négocier pays par pays le montant des droits TV ». Aujourd'hui, il est à 60 millions d'euros le montant des droits TV, ce qui est rien par rapport aux Anglais où il y a 1 milliard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième intérêt de l'entité commerciale, c'est de dire que dorénavant, comme ça sera considéré comme une entité commerciale, une société commerciale anonyme, si je puis dire, vous aurez le droit de pouvoir vendre vos parts, vendre des actions. Et donc, la Ligue aura le droit, c'était acté par l'Assemblée nationale en seconde lecture, en dernière lecture, la Ligue aura le droit de vendre 20% maximum des parts de l'entité commerciale à des fonds privés, à des investisseurs. Et donc des investisseurs pourront très bien s'accaparer 5, 10, 15, 20% des parts de l'entité commerciale. Le but, c'est lequel ? C'est que en vendant 20%, la Ligue pourrait récupérer 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, selon le montant négocié. Autant d'argent qui sera ensuite redistribué aux clubs, donc à leur compétitivité, à leur survie économique, aux investissements. Et l'intérêt de l'investisseur, c'est de devenir actionnaire de la Ligue, actionnaire de l'entité commerciale, donc à ce titre, de bénéficier d'une partie des bénéfices gérés par la Ligue, comme quand vous êtes actionnaire d'une entreprise, vous êtes en partie propriétaire, vous touchez ce qu'on appelle les dividendes, une partie des profits de l'entreprise. Et bien là, si demain un fonds d'investissement possède 20% de la Ligue, si la Ligue négocie les droits TV à 1 milliard, elle touchera un montant proportionné des bénéfices. Ok, et du coup, de ce que je comprends, vous êtes plutôt favorable à la création de cette société commerciale ? J'y suis favorable dans la mesure où l'Assemblée nationale a quand même mis des garde-fous. Les garde-fous, c'est le maximum de parts cessibles, c'est 20%. Donc une entité privée ne peut pas être majoritaire. 80%, la Ligue sera toujours majoritaire. Donc il y a des garde-fous. Et la FFF a un droit de veto. Donc la FFF aura le droit, parce que par exemple, en devenant actionnaire, le fonds d'investissement pourra très bien dire « Moi, je veux que dorénavant, les matchs aient lieu à 13h, je veux que les matchs soient délocalisés en Chine, je veux que les matchs soient organisés à minuit pour le marché américain, par exemple. » Eh bien, la FFF aura un droit de veto, et donc toutes les décisions qui seront prises par l'entité commerciale pourront être brisées par une entité supérieure. Et on parlait juste avant des modèles économiques des clubs. Est-ce que c'est pas justement une mesure qui ne viendrait pas justement changer tous ces déficits structurels ? La seule condition, en fait, encore une fois, c'est la présence de garde-fous. Moi, en fait, et là, ce qui est intéressant, c'est que les fonds qui seraient prêts à injecter de l'argent dans l'entité commerciale, les fonds, ont imposé, ont décrété, ont stipulé que nous voulons bien mettre de l'argent, 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards, peu importe, on le saura plus tard. Nous voulons bien mettre de l'argent à la seule condition que l'argent qui sera donné au club, donc à la seule condition, on parle de conditionnalité, à la seule condition que l'argent qui sera donné au club sera utilisé pour l'investissement sportif. Autrement dit, il ne servira pas à résorber le déficit structurel. L'argent que vous aurez, qu'on vous donnera par la vente de parts cessibles,
servira uniquement dans le but d'acheter des joueurs, de faire des investissements structurels, de rénover le centre de formation, de rénover le centre d'entraînement, de rénover le stade. Mais il part du principe que si je vous donne de l'argent, ça ne servira pas à résorber le déficit structurel. Mais ça, c'est un garde-fou. Ça, c'est les fonds qui disent ça. Ça fonds ne devrait qui pas disent être la Ligue ou justement l'Assemblée nationale La qui Ligue, aujourd'hui, si vous écoutez Vincent Labrune et le président de la Ligue, c'est de dire qu'on est au bord de la faillite. L'Assemblée nationale n'a pas un... Comme vous sur les garde-fous. Elle a accepté, quand c'était proposé, elle a accepté cette idée. Donc elle a dit, ok, très bien, que l'intelligence des fonds, ce soit aussi de dire que oui, l'argent servira à investir. Et en plus de ça, la Ligue, elle a octroyé un droit de veto à la FFF, un droit de regard. Donc aujourd'hui, si demain on vend 2 milliards et la FFF pourra dire, admettons que les fonds n'aient pas voulu faire ça, la FFF pourra dire, nous voulons bien vous donner 2 milliards au club à la seule condition qu'il y aura un droit de regard, un droit de veto. Pour finir par des questions un petit peu plus légères et sur vous, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous êtes un économiste gauchiste ? Mais non, mais je l'assume totalement. Ouais, mais alors, des fois, on vous dépeint presque comme un communiste, alors qu'au final, moi, depuis tout à l'heure, quand on vous pose des questions, j'ai presque l'impression que ce que vous proposez, c'est quand même plutôt libéral. Enfin, il y a pas eu. Je suis ce qu'on appelle. En plus, c'est vrai, donc c'est caricatural. Il y en a toujours dans la caricature. Si on vous fait référence aux médias, malheureusement, la plupart des médias sont dans la caricature. Si moi je m'écoutais, économiquement, mon obédience, si je puis dire, ma référence idéologique et théorique, je me rapproche d'une forme de social-démocratie de gauche. Je suis ce qu'on appelle un libéral de gauche. Je vais citer un économiste qui n'a jamais parlé de football, mais qui est mon économiste préféré, que j'adore, que je chéris, que je vénère. C'est Amartya Sen. Amartya Sen, économiste indien après Nobel d'économie. Donc Amartya, c'est le prénom et Sen, c'est le nom. Il a parlé des capacités. Les capacités, c'est en gros supposer que oui, on peut admettre une forme de libéralisme, mais on est tous d'accord qu'empiriquement, le libéralisme ne marche pas. Et que la méritocratie supposée du libéralisme, c'est du bullshit absolu. Dans la réalité, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il y a des inégalités, il y a de la précarité, il y a du chômage, il y a de l'exclusion, ça ne marche pas. Et en gros, le concept des capacités, c'est de dire qu'il faut assurer une liberté. N'importe qui peut passer concours de Sciences Po, oui. Mais tout le monde n'a pas les mêmes compétences pour l'avoir, Sciences Po. Donc, la liberté que tout le monde puisse agir comme il le souhaite, mais assurer en plus de la liberté les capacités à réussir ce qu'il veut. Et les capacités, c'est par exemple la discrimination positive, plus de moyens accordés aux classes précaires, aux classes populaires, une plus grande redistribution. Dans le football, c'est assurer une forme de liberté, mais contrôlée et régulée, une correction des défaillances, c'est ça en fait. Donc, dès qu'on va se mettre à parler de social, on sera caricaturé, on sera dépeint comme un afro-communiste, un afro-marxiste, ce qui n'est pas le cas. Moi, je suis véritablement... Voilà, j'ai pas honte à dire que je suis libéral de gauche et que je soutiens profondément Amartya Sen. Et je suis dérangé, malheureusement, et là je vais faire un peu de politique, je suis dérangé quand je vois et j'entends, et d'ailleurs il l'a dit lors de la campagne 2017, quelqu'un comme Emmanuel Macron citer Amartya Sen. Parler d'Amartya Sen. Mais il se revendique libéral de gauche aussi. Il se revendique libéral de gauche et ça m'énerve parce que j'ai pas le sentiment de me référer à Macron. Par exemple, politiquement, je l'annonce et je m'en cache pas, je ne voterai pas Emmanuel Macron. Pour autant, intellectuellement, il a envie de se revendiquer libéral de gauche. Chose que je n'ai pas... j'ai pas envie de partager ça avec lui, j'ai pas le sentiment de partager ça avec lui. En fait, que ce soit dans l'économie ou plus précisément dans notre sujet, dans l'économie du foot, vous voulez plus... améliorer le système que le renverser en fait. En fait, je crois en la philosophie de la médecine chinoise. Alors là, je change totalement, mais je reste dans l'Asie en fait, Sen, indien et la médecine chinoise. La médecine chinoise, en fait, c'est un concept que je devrais appliquer à moi-même, étant malade. C'est que la médecine chinoise, en fait, le médecin nous paye quand on est malade. Et on le paye quand on est en bonne santé. Parce que la médecine chinoise, c'est de la prévention. C'est le médecin nous sert à ne pas avoir de maladie. Et quand on est malade, c'est juste qu'on n'a pas été assez prévenant. Et que, donc le médecin nous a mal conseillé et on est tombé malade. Donc quand on est malade, le médecin nous paye. Mais quand on est en bonne santé, on paye le médecin. Ça, c'est l'idée, hein, et pareil pour le football, de considérer que je vais essayer de prévenir la maladie.
Je vais essayer d'éviter les crises économiques. Quand il y a une crise, une faillite de Mediapro, des chômeurs, des footballeurs au chômage, de la précarité, de l'instabilité, j'ai pas envie de l'avoir. Moi, ce que je veux, c'est avant même que le mal arrive, prévenir le mal. Donc intervenir, réguler, corriger, pour éviter que le mal se propage et survienne. Donc en fait, c'est ça, c'est une philosophie de la médecine chinoise, c'est d'intervenir avant que ça se passe mal, pour qu'il n'y ait pas de mal en fait, pour qu'on ne soit pas malade. Et là, en l'occurrence, on est malade, c'est parce qu'on n'a pas assez intervenu. Donc moi, je serais pour intervenir, pour éviter qu'on retombe malade. Je suis désolé, je vais revenir sur un sujet un petit peu plus économique alors qu'on avait dit qu'on finissait justement cet entretien. Mais je vous ai entendu l'autre jour dans une émission où vous disiez que la conséquence de tout ça, si on n'améliorait pas justement tous ces déficits structurels, ce serait probablement à un moment ou à un autre le retour de la Super Ligue européenne. Alors je suis désolé, ça rapidement du coup. Ouais, rapidement. Mais pourquoi est-ce que vous pensez ça et pourquoi est-ce que ça pourrait revenir ? Je pense qu'on est dans les années 2020, on est à l'orée d'un changement, en tout cas, on a un carrefour. Et ce qui est intéressant, c'est que cette démonstration, si je peux dire, a été reprise par beaucoup de personnalités du football, puisque j'ai entendu Didier Quillot, l'ancien président de la Ligue, me citer en parlant de ce cas de figure, de ce croisement, de ce carrefour. On est face, finalement, à un changement. Le carrefour, il est très simple. Soit on continue à libéraliser, à fonctionner comme on le fait aujourd'hui, à ne pas s'imposer une cure d'austérité, une cure de régulation, une cure de changement, à continuer à croire au libéralisme, au laisser-faire absolu, à l'absence de contrôle, à l'absence de régulation, de planification, de redistribution, et donc un risque d'écroulement total du football. Et si le football s'écroule totalement, qu'est-ce qui va se présenter à nous ? La Super Ligue européenne. Puisque les riches restant riches vont dire « les pauvres, vous êtes écroulés, on n'a pas besoin de vous, on va se mettre entre nous et on va créer une Super Ligue européenne. » Soit on se décide de changer, soit on se décide collectivement, mondialement, à l'échelle de la FIFA, de l'UEFA, de l'Europe, de réguler, de contrôler, de solutionner, de réformer, de révolutionner pour sauver le football tel qu'on le connaît, et même l'améliorer. Et donc pour s'éviter à ce que les riches se disent « on n'a pas besoin des pauvres » et les pauvres se disent « on doit travailler avec les riches ». Qu'il y ait une entente cordiale entre tous les acteurs, réguler, plafonner, légiférer, structurer, pour améliorer le football et pour s'éviter la Super Ligue européenne. Donc en fait, l'idée, c'est de considérer que, je pense malheureusement véritablement que si on ne fait rien aujourd'hui, si dans 2021, 2022, 2023, 2024, si on ne fait rien aujourd'hui, oui, on l'aura la Super Ligue européenne. Alors je ne dis pas pour ou contre, des gens peuvent être pour ce format, d'autres pourraient être contre. Moi, je pense véritablement que si on ne fait rien, si on ne s'impose pas un changement rapide et réfléchi à échelle mondiale, on aura la Super Ligue européenne. Ça, c'est une évidence. Ouais, moi, je suis d'un naturel un peu pessimiste. Je crois que je sais où on se dirige au carrefour. J'ai l'impression que là, on va pas dans le bon sens. Du coup, plus une petite dernière question sur vous. En dehors des bouquins que vous sortez, des plateaux télé que vous faites, etc., est-ce que, par exemple, au niveau de nos élus, au niveau de la politique, etc., est-ce que vous essayez d'intervenir ? Est-ce que parfois vous êtes auditionné sur certains sujets ou vous vous contentez, entre guillemets, de la sphère médiatique et... Non, on a, mais il y a beaucoup de gens qui ont été auditionnés, encore plus durant la crise du Covid et la crise de Mediapro. Il y a une enquête parlementaire, d'ailleurs, qui a été mise en place par les députés Roussel et Juanico sur pourquoi du comment la crise du football. Et on a été auditionné, enfin je dis on, c'est plusieurs économistes, Christophe Lepetit, Bastien Dreux, Richard Duhautois, Lucas Rondel, Vladimir Andreev. Les mêmes toujours. Oui, les Avengers de l'économie du foot en France. On est peu nombreux, donc si voilà, alors ça me fait plaisir que vous comparez aux Avengers. J'ai envie de, voilà, je pourrais être le Captain America. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours les mêmes parce qu'il y a peu d'économistes et on se connaît, voilà, c'est la même équipe. Lucas Rondel, Richard Duhautois, Bastien Dreux, Vladimir Andreev, Christophe Lepetit, moi. Enfin, moi, voilà, est-ce que je suis un vulgarisateur de la science ou un économiste ? En tout cas, qui que je sois, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice et j'ai en tout cas participé aux auditions. De la manière, je les ai suivies. Je fais un travail de vulgarisation, de transmission du savoir par la presse, par les médias, par les cours, par les vidéos, par les podcasts. Et aussi, politiquement, j'ai une prétention, une ambition aussi participer au débat public et à tenter de prendre parti, en tout cas de tirer vers le haut un débat
vers une nécessaire réforme du football et du sport en général. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant de de savoir que vous ayez cette intention-là, et c'est rassurant pour les suiveurs de foot de savoir que des personnes comme vous sont auditionnées parfois, parce que sinon on a l'impression que les députés ils parlent un peu de trucs qu'ils connaissent pas dans leur coin et ils décident de... C'est malheureusement souvent le cas. Souvent on a un peu l'impression, le sentiment... alors j'ai pas commencé à balancer et à critiquer, mais j'ai eu... Voilà, pour ne rien vous cacher, et là je suis en toute franchise, lors du Covid et des confinements, j'ai été auditionné par l'enquête parlementaire à l'Assemblée, menée par Roussel et Juanico, donc PS et LREM. J'ai été auditionné par les Républicains, j'ai été auditionné par le PS, les groupes parlementaires à chaque fois, par LREM et par la France Insoumise. J'ai été auditionné. Et c'est vrai que parfois on a le sentiment que c'est plus un cours qu'on leur donne qu'une véritable discussion. Je dirais pas qui, je donnerai pas de nom, mais on reprenait au début, par exemple, sur pourquoi le football est si critiqué. C'est parce qu'il y a aussi, je pense, malheureusement, une méconnaissance de la schématisation économique, y compris de la part de nos élus. Il y a certains élus qui, en plus de l'ignorance culturelle vis-à-vis du football, il y a aussi de l'ignorance économique. Et quand ils disent « Ah, ils sont trop payés les footballeurs », il faut leur rappeler que économiquement, ça peut se tenir, ça peut se justifier. Il faudrait imposer des garde-fous, des moyens de répression, de contrôle, mais que si un joueur gagne 100 000 euros par mois, c'est que son club a les moyens de se le payer. Moi, j'étais rassuré sur le fait que vous soyez auditionné. Maintenant, je le suis plus du tout. Merci beaucoup. Mais certains étaient très compétents. Je mets en avant Régis Juanico et Cédric Roussel. Ce sont deux députés, donc Roussel, LREM et Juanico, PS et apparentés, parce qu'il est parti avec Jadot. Sont deux députés très compétents et très au fait des problématiques footballistiques. On finit avec deux mini-questions qu'on pose à tous nos invités. Vas-y. Et puis après, on vous libère avant que vous vous écrouliez. Si vous deviez conseiller 3 matchs à regarder, 3 matchs qui, pour vous, dans toute l'histoire du foot, représentent le mieux en termes, je sais pas, de ce que vous voulez d'émotion pour donner le goût du foot à quelqu'un. Pour vous, qui représente le mieux le foot, ça peut être à la fois, comme je l'ai dit, ça peut être... Le match qui m'a procuré le plus d'émotion, parce que c'est la première fois que j'ai pleuré devant un match, c'était en 98, c'était France-Croatie. Donc j'avais 9 ans. J'avais 9 ans et quand les Croates marquent, je pleure. Et je m'en souviens encore, c'est vraiment le premier match qui m'a procuré de l'émotion. Et après Thuram qui m'a doublé, donc magnifique. Donc ça c'est, si je devais penser à un match qui m'a procuré, enfin les premiers souvenirs, c'est ce France-Croatie 98. Ensuite, je dirais qu'un match assez spectaculaire auquel j'ai pu assister à la télévision, c'est le miracle d'Istanbul, Liverpool-Milan AC, ou Milan AC-Liverpool, je ne sais plus dans quel ordre, mais en tout cas Liverpool et l'AC Milan. Milan qui menait 3-0 à la mi-temps et 3 partout à la fin du temps des 90 minutes et tir au but à la fin, et Liverpool qui remporte la partie, c'était assez spectaculaire. Donc c'est vrai qu'en termes d'émotion, pour un suiveur du football, c'est assez spectaculaire et impactant. Après, en termes d'émotion fan, je dirais que je suis d'obédience parisienne, historiquement attaché à l'équipe du PSG. Moins aujourd'hui parce qu'il m'ennuie un peu. Mais au lycée, au collège, j'étais fan du PSG, que ma famille a toujours supporté le PSG. La légende familiale dit que ma grand-mère paternelle a participé à la création du PSG en étant membre donatrice lorsqu'il y a eu l'appel d'Europe 1 et qu'elle avait donné, je crois, 250 francs pour la création du PSG. C'est ce qu'on m'a toujours dit, j'ai pas la preuve, mais on me l'a toujours dit, donc j'y crois. Que ma famille fait partie des membres. Ouais, il va aller vérifier. Donc voilà, j'ai un attachement familial, si je peux dire, pour le PSG. Et c'est le match qui m'a procuré beaucoup d'émotions. J'ai plus la date précise, mais c'était Chelsea-PSG. Avec Zlatan qui se prend un rouge dès les premières minutes de jeu. Donc le PSG qui, je crois que c'était 0-0 au match aller. Ou un partout au match aller, un partout au match retour. Un truc comme ça, je sais plus. Il y a prolongation après. Voilà, déjà, on joue, vous voyez à quel point je m'identifie au PSG. Donc le PSG joue 70 minutes à 10 sans Zlatan. Et donc déjà, ils tiennent sans Zlatan, donc c'était quand même assez spectaculaire. Et ensuite, c'est David Luiz qui marque, Thiago Silva qui marque. Et je me souviens avoir éclaté. Alors, il y a même un deuxième, parce que le deuxième était aussi particulier, c'est assez cocasse. Dans ces émotions-là, c'est
le quart de finale de Ligue des Champions post-Covid, PSG contre l'équipe italienne de l'Atalanta, où l'Atalanta mène 1-0 jusqu'à la 88e minute, et en 5 minutes, le PSG met 2 buts, dont le but de Choupo-Moting. Et là où ça... Ouais, mais là où ça me rappelle beaucoup de souvenirs, c'est quand il faut préciser que ce match, on était en Dordogne avec des amis, dans une maison qui n'avait pas de Wi-Fi, et il pleuvait des cordes. Pas de Wi-Fi et pas de réseau téléphonique. Donc, on a fait un partage de connexion avec un téléphone portable dans la voiture, et on a maté le match dans la voiture. C'était une Clio, on était 6 dans une Clio. Le match, donc il pleuvait des cordes à cette époque en Dordogne. On s'était éloigné de la maison pour capter du réseau. On avait fait un partage de connexion pour se brancher à un site RMC. Et on avait maté le match, collé serré, on était torse nu parce qu'il faisait chaud dans la voiture. Et je me souviens juste de l'explosion de joie dans une Clio, donc tout collé serré, à gueuler, quand Choupo-Moting met le but. Et en termes d'émotion, moi, ça donc là, je vous vois rouler 20 minutes pour vous mettre sur une nationale en Dordogne pour regarder le match. Avec les 6 mecs à poil dans la Clio, si les flics ils s'arrêtent, mais qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est vraiment, mais en termes de scène, c'était vraiment, on avait mis l'écran au niveau du frein à main, l'ordinateur. Donc on avait le conducteur, le passager à côté, 3 derrière et 1 dans le coffre. Et on matait le match. Si vous aviez fait ça pour voir un 1-0 de l'Atalanta, ça aurait été un peu... Ah ouais, ça aurait été chiant. Petite dernière question pour conclure. Si vous aviez un conseil à donner à un ado qui peut vous suivre et qui peut voir votre métier et qui se dit que plus tard il voudrait être économiste dans le foot, un conseil à lui donner serait quoi? À part ne pas être de droite. Non, mais justement, il pourrait l'être. Comme ça, il serait mon opposant. Et il pourrait s'affirmer, voilà, l'Avenger, il y aurait le Thanos, voilà, il y aurait un groupe, il y aurait c'est quoi, c'est les Avengers et les Defenders. Voilà, il y aurait un autre groupe de droite, c'est possible. Donc non, il peut l'être, au contraire. Non, mais bon, je vais dire des phrases bateaux, de passion, de rencontres. Voilà, mais je vais encore citer Edouard Baird, mais il a raison, en fait. Quand on analyse sa phrase, elle est vraie. La vie, c'est avant tout des rencontres. Il y a des gens qui m'ont tendu la main. On va aller jusqu'au bout de la... Ouais, on a ouvert avec Edouard Baird, on va fermer avec Edouard Baird. Là, il m'a challengé. Là. La vie, c'est avant tout des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, on ne trouve pas souvent cet interlocuteur en face, je dirais, ce moteur qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, comme je vous le disais, parce que moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, c'est ce goût de l'amour, ce goût qui aujourd'hui m'a poussé à entreprendre une construction mécanique. Mais demain, qui sait, peut-être à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Et peut-être devenir chroniqueur chez Pascal Pro. Ouais, avec grand plaisir. Ah, je croise mon doigts. Et donc du coup, en gros... C'est con, c'est pas du bois, c'est du lino. Du coup, en gros, juste dire aux gamins qui veulent faire ça que même s'ils sont économistes, qui sortent et qui bougent et qu'ils aillent rencontrer non, alors oui, c'est vrai que souvent on me pose la question par rapport à ça. Il y a des formations, c'est vraiment très utilitaristes, très pragmatiques. Il y a des formations typiques en économie du sport. Je pense notamment au CDES à Limoges, le Centre de droit et d'économie du sport, qui là délivre un master d'économie du sport. Il y a des écoles de commerce qui délivrent des masters en économie du sport. Moi, si je veux donner un conseil, c'est que j'ai pas passé de diplôme en économie du sport, j'ai passé des diplômes en économie. Et la chance que j'ai pu avoir, c'est qu'ayant des connaissances en économie, je peux traiter du foot comme je peux traiter de la politique, du rugby, du tennis, de l'industrie et finalement de n'importe quoi. Donc, on peut être passionné pour le foot et faire de l'économie du foot, mais à se renfermer là-dedans, on risquerait de se fermer des portes. Donc, voilà, l'intérêt du foot, c'est qu'on puisse parler de tout à travers le football. Donc, si vous faites de l'économie du foot, vous fermez le champ des possibles. Ok, bon Pierre Rondeau, merci beaucoup en tout cas d'avoir tenu avec cette maladie et nous avoir accordé du temps.